Bonjour, chers collègues, bonjour, audience. Dans cette occasion, nous allons présenter notre travail. En fait, c'est un travail collaboratif entre Universitas Negeri Medan et Universitas Negeri Jakarta. Cet exposé discute la réalisation de la politesse de l'acte de requête des locuteurs natifs de français selon certaines situations. La discussion se porte effectivement sur les stratégies utilisées par les locuteurs natifs de français. Dans la structure structurée profondément, Madame Rana va expliquer la suite de la présentation, s'il vous plaît. Bonjour. Comme vous le savez bien, quand on parle de la politesse, de la requête, cela veut dire qu'on travaille sur la pragmatique. Et pragmatique, ça fait partie de la linguistique. Cette recherche offre une étude pragmatique particulièrement sur la requête ou bien la demande. En anglais, on dit la request. Polite request, impolite request, mais en français, ça c'est la requête. On a choisi le mot requête, ça ce n'est pas la demande, parce que on se réfère à une recherche faite par Bloom et Kulka. Bon. En fait, ici, ça c'est la politesse. La politesse se réfère à la spécifique est spécifique à la culture et sensible au contexte. Et basée sur Freiberg's vue de cartographie, pour réussir une interaction, il faut savoir ce qui est habituel ou attendu dans une situation donnée au sein d'une communauté. La politesse est alors un cas fondamental dans la pragmatique parce qu'elle est un phénomène universel dans l'utilisation de la langue et dans un certain contexte. Ensuite, en ce qui concerne les stratégies de politesse, vous savez bien, les experts pragmaticiens, ça c'est Ritter, Brown, Levinson et Lee. Ils se mettent d'accord qu'il y a deux stratégies utilisées pour exprimer la politesse. Ce sont l'indirection et les modificateurs pragmatiques. Vous regardez dans notre présentation, il y a des exemples. Ça, ce n'est pas nos propres exemples. Ce sont des exemples pris d'une recherche par Bloom, Kulka et al. Quand on parle de l'indirection, en fait, c'est la plus utilisée pour exprimer la politesse, surtout dans la forme, dans la phrase interrogative. Mais ça, ce n'est pas un seul moyen pour montrer ou bien exprimer la politesse. Il y en a aussi des modificateurs pragmatiques. Il y en a beaucoup de sortes ou bien de types de modificateurs pragmatiques. Ici, le type des modificateurs, il y en a qui sont internes ou bien externes. Ici, par exemple, montre-moi le couloir, s'il te plaît. Ça, c'est clair.
S'il te plaît, ça fait partie des modificateurs pragmatiques internes. Et numéro 4, montre-moi le couloir. Même s'il n'y a pas de modificateur, mais ça se montre externe. Et la suite. Maintenant, on va parler de la méthode. En fait, les sources de données de notre recherche est dit locuteur natif du français qui viennent de quelques villes différentes en France. Par exemple, Amèze, Lyon, Marseille, La Rochelle, Saint-Onès, Caen, Bayonne et Lorraine. On leur a contacté par notre ami qui habite là et on s'est contacté par le Facebook. C'est pour avoir la communication avec eux. Et on a distribué un questionnaire dont le contenu du questionnaire, ce sont des 6 types de politesse d'actes de langage de requête basé later. Ce sont changer la place dans le bus, emprunter la voiture d'un voisin, demander une direction, emprunter une maison pour les vacances, emprunter des livres à son professeur, emprunter une voiture à sa supérieure. En fait, il y a 12 d'actes de langage de requête. Mais dans cette recherche, on a limité, devient 6. Je pense que ça c'est tout de moi. Maintenant, je vous la parole je passe la parole à Madame Elvie. Ensuite, on va finir dans quelques minutes. On va parler des résultats. Après avoir collecté les données, on a trouvé que la stratégie utilisée par les locuteurs natifs, il y en a 2, sur la stratégie indirecte, avec par l'utilisation des phrases interrogatives. Ça se conforme avec la théorie. Que l'indirection, c'est la façon pour montrer la politesse. Cette stratégie se divise de sous-stratégies. Il y en a 2. Il y a 2 stratégies. Sous-stratégie de questions sur la condition de réussite, sur la capacité, utilisant le verbe pouvoir. Par exemple, on peut voir ici la phrase « Pourrez-vous le prêter ?» avec le verbe pouvoir en conditionnel. Pourrez-vous le prêter? Et la deuxième sous-stratégie, c'est la stratégie de questions sur la condition de réussite, sur la question sur la possibilité. Ça veut dire on utilise souvent, les locuteurs natifs français utilisent souvent la question sur la possibilité en utilisant est-il possible de couper la dernière semaine, par exemple? Est-ce que c'est possible? C'est la nature de montrer la politesse aussi, avec la possibilité. Et la troisième sous-stratégie, il y a aussi allusion. Allusion, on exprime ce qu'on veut par la phrase vague. Ce n'est pas bien explicite, mais implicite, implicitement exprimé. Comme dans l'exemple là, ce n'est pas de voiture. En fait, le locuteur veut parler, démonter l'aide de son copain pour lui prêter la voiture.
Mais avec la phrase là, ce n'est pas très clair, mais la volonté c'est pour emprunter la voiture. Ce n'est pas la voiture. Sur le modificateur interne, la plupart des réponses, c'est sur la mode conditionnelle et les mesures consultatives. Ce sont les modificateurs internes très souvent trouvés dans les données. À la fin, je vais finir notre présentation par une citation sur la politesse. La politesse est un clair d'or qui ouvre toutes les portées. Merci bien. Production écrite. Nous savons très bien que dans l'enseignement de langue, il y a 4 compétences. C'est la production orale écrite, prononciation orale écrite. Pour la production orale, souvent les apprenants ils pensent que c'est difficile. Ils pensent que c'est difficile, ce n'est pas intéressant. Mais il est vrai, quand on veut écrire bien, il faut écrire souvent. Mais cela dépend des étudiants. Et souvent, c'est le professeur lui-même aussi. Là, il faut avouer que la façon d'enseigner, peut-être, c'est monotone. L'activité en classe, c'est monotone. Et souvent pas intéressante d'après les étudiants. Alors, c'est pour ça que beaucoup d'étudiants pensent que la production écrite, c'est une compétence qui est difficile à acquérir. Et pour écrire, pour faire la production écrite, c'est écrire, d'abord, il faut avoir des idées. Et à partir des idées, il faut planifier. C'est-à-dire, on ne peut pas écrire n'importe comment. Parce qu'il y a la planification, il y a des idées. Et puis, on doit arranger des idées. Excusez-moi, je vais tricher un peu. Nous avons. C'est mieux. Justement, si je suis ici, je suis nerveuse. C'est bon, en cours magistral, c'est bon. Alors, mais nous sommes vraiment désolés. Alors, pour écrire, alors il faut avoir des idées et il faut aussi la grammaire, compétence de grammaire. Ça va, Lisa? Ça va? Alors, il y a la grammaire, ça on ne peut pas nier, on ne peut pas oublier que la grammaire pour écrire est importante, même si l'écriture créative. Et puis il y a l'orthographe, il y a la ponctuation, et puis il y a l'élaboration du contenu. Alors, pour résoudre le problème, ici le problème chez nos étudiants au 2e semestre, parce que nos étudiants pensaient que la production écrite ou bien écrire c'est une activité monotone. Nous avons créé la méthode créative productive. C'est pour ça que notre intervention, c'est promouvoir le modèle d'enseignement créatif productif dans l'enseignement de la production. Alors, nous avons pris quelques théories de Kuhn et Gruca et ils ont dit que pour écrire, il faut la planification et puis, vous savez, les étudiants doivent faire un plan parce que sans le plan, ils n'arrivent pas à bien écrire. Et après, il y a la mise en texte ou bien la textualisation
pour remplir, pour compléter le plan à devenir vraiment en texte. Et après, comme d'habitude, il faut réviser. Parce qu'il faut tenir compte aussi que ça, c'est une langue étrangère. Souvent, il faut réviser plusieurs fois. C'est terminé, d'accord. Bon, je laisse la parole à Bon, tout à l'heure, Madame Diane a expliqué que dans la méthode créative productive, il y a 5 étapes. Ce sont orientation, oui, après, ça c'est exploration, interprétation, récréation et évaluation. Cette méthode est basée sur command d'écoute. Bon, pour surmonter le problème dans le cours de la production écrite, nous avons proposé et nous avons appliqué cette méthode dans notre enseignement de la production écrite. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est l'orientation? Orientation, dans ce cas-là, c'est à partir de la première étape où le professeur explique sur l'objectif de l'enseignement, le but d'enseignement. Et les étudiants aussi ont le droit de poser des questions et aussi répondre à la question. Deuxième, c'est exploration. Comment explorer des textes par faire des tâches. Il y a un texte et puis le professeur donne des tâches aux étudiants. Comment on explore le texte avec les étudiants? Bien sûr, on leur demande de faire, de repérer le texte du point de vue du sujet traité dans le texte. Et la suite, interprétation. Dans cette étape, les étudiants interprètent toutes les données, c'est-à-dire toutes les informations importantes dans le texte. Et aussi dans l'étape interprétation, les étudiants, on a demandé aux étudiants de lire un autre texte qui a un même sujet, c'est-à-dire oui, un même thème avec le sujet traité. C'est pour enrichir ou bien comparer entre deux textes. Et la suite, récréation. Il commence à écrire de manière créative. Comment il commence à écrire de manière créative? Bien sûr, on demande aux étudiants de faire une écriture avec leur imagination, leur créativité. Et la suite, évaluation. Comme d'habitude, après les tâches, c'est toujours évaluer, c'est pour savoir comment les étudiants comprennent ou bien réussissent à leur écriture. Ici, ça c'est pour identifier aussi, le résultat de cette évaluation, c'est aussi pour identifier les difficultés rencontrées. Bon, la méthodologie, en fait, c'est pour savoir est-ce qu'il y a un changement de résultat. On utilise, comme d'habitude, le post-test, le pré-test et le post-test. Et le résultat de cette recherche, il y a un changement après avoir implémenté en classe. Voici la note moyenne. En fait, pré-test c'est 68 et post-test 72. Excusez-moi, vous avez une minute. D'accord. Je vous respecte. Oui, d'accord, merci de nous avoir appelé. Alors, pour évaluer la production écrite, nous allons utiliser la grille d'évaluation du DEF-A1. Bien sûr, la grille d'évaluation de CIEP. Alors, notre conclusion, que le modèle d'enseignement créatif productif peut augmenter la compétence de
d'écrire des étudiants, ça veut dire nos étudiants, et il est souhaitable que nous utilisions ce modèle pour enseigner la prose écrite au niveau plus élevé, non seulement au niveau très bas, mais aussi au niveau très élevé. Merci beaucoup de votre attention. Merci mesdames. Alors ensuite c'est le tour de M. Denis Santon. Je vais mettre la main parce que je parle de portable. Donc, voilà la différence des deux intervenants précédents. Donc, les deux intervenants ont réalisé une recherche très sérieuse, même en faisant des enquêtes, etc. Mais mon travail est plutôt simple. C'est là? Ah, d'accord, ok. Donc c'est plutôt une recherche bibliographique, donc c'est un travail individuel, c'est pas un travail de groupe. Donc, toutefois, je vous assure que c'est un sujet très intéressant et ça correspond parfaitement aux défis auxquels nous devons faire face aujourd'hui. Hein, ce qui concerne la langue française. Donc le sujet est l'anglicisme en langue française. C'est vraiment, nous sommes devant cette menace imminente de danger, de la contamination linguistique du côté de la langue anglaise. Voilà, donc pour commencer, on va se poser la question, qu'est-ce que c'est l'anglicisme? Voilà, donc il y a certaines définitions. Par exemple, j'ai pris des définitions de la dictionnaire de langue française, construction propre à la langue anglaise, la façon de parler inventée à la langue anglaise et transportée dans une autre langue. Voilà, c'est ça. Et je ne sais pas si vous savez ou pas, mais ce phénomène d'anglicisme remonte depuis le XIIe siècle, c'est ça, avec deux mots seulement de racine anglaise, et jusqu'à le XVIIIe siècle, nous avons enregistré pas moins de 134 mots d'origine anglaise. Donc ce n'est pas un phénomène récent, c'est déjà un phénomène déjà qui remonte au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Voilà, donc quelques exemples de la première apparition de l'anglicisme, c'est ça. Donc, il y a Pilgrim, paquebot, antelope, paletot. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que même le mot est, nord, ouest et sud sont d'origine anglaise. Hein. Vous ne savez pas avant. Hein. Ensuite, pourquoi cet anglicisme dans les langues sont d'ailleurs des systèmes ouverts, comme tout organisme du monde, dotés de capacités de reproduction et de relation continue, il existe celui-là des frontières des termes qui perdent de vitalité par de nouvelles formations en fonction des nouvelles exigences de la culture et de nouvelles réalités sociales. C'est que quand on parle de la réalité sociale, comme la technologie s'évolue, etc., donc, il faut s'adapter à cette nouvelle technologie. Donc il y a certains termes, par exemple, qui n'existaient pas dans le passé, au XVIIIe siècle, on ne connaissait pas ce que c'était l'ordinateur, etc. Donc la société avait cette nécessité de désigner tel ou tel mot. Voilà, à ce moment-là qu'un nouveau mot a été créé. Voilà, c'est ça. Voilà, mais on se pose la question, est-ce que l'anglicisme est nécessaire? C'est nécessaire, mais beaucoup de gens considèrent que c'est nécessaire parce que là, on n'a pas d'autre moyen pour se dire computer, par exemple. Comment on le dit? Ou bien software. Mais heureusement, en langue française, il y a des termes français comme logiciel, ordinateur, au lieu de computer ou software. Mais ça n'arrive pas dans toutes les langues. Mais selon, par exemple, comment ça s'appelle pervers, il est possible d'exprimer tous les concepts dans notre propre langue. Par exemple, narcissisme. On déclare que les mots désignant des abstractions sont possibles dans toutes les langues, puisque les communautés qui les parlent en ont besoin. Voilà, mais ici aussi, voilà.
regardez comment le mot a été créé, non? Que selon Delphine Romero, la principale cause de l'importation des ICAR est l'émergence de numérologie en unité dans un pays qui a été ensuite désigné dans la langue de ce pays et ensuite exporté ou importé dans l'autre pays. Voilà. Maintenant, pourquoi la langue anglaise devient de plus en plus dominante? Voilà, parce que là, c'est vrai que la domination de l'anglais, c'est à cause due à la domination anglo-américaine en sciences et technologies de notre temps. Et aussi le rôle des agences de presse qui donnent l'importance à la langue anglaise pour la communication. Non? Voilà, c'est ça. Donc, comme c'est le temps limité à 10 minutes, je vais partir très vite comme ça pour terminer ma présentation. Voilà. Mais vous savez qu'il y a au moins 6 catégories d'investissement. Il y a ce qu'on appelle l'anglicisme sémantique. Voilà, par exemple, on dit candidature au lieu de. On dit application au lieu de candidature. Ou bien on dit argument pour dire discussion. Donc tout à l'heure, pendant la séance plénière, il y a même des Français qui ont dit argument au lieu de discussion. On dit compléter, donc complete en anglais, non? Au lieu de dire remplir. Voilà, c'est ça. Et puis l'anglicisme lexical là, on est forcé, on est obligé d'utiliser des mots tels quels, comme marketing, coroner, bermuda, t-shirt, etc. On n'a pas de moyen de le dire en français. Et ensuite, il y a l'anglicisme syntaxique, voilà. Par exemple, au lieu de dire à aucun prix, on dit aucune considération. Voilà, c'est vraiment un calque de la langue anglaise, non? Et puis on dit jusqu'à maintenant, au lieu de dire jusqu'à maintenant, on dit jusqu'à date, non? To date, en anglais c'est to date, non? Alors on dit jusqu'à date. Voilà, demander une question. C'est normal aussi, hein? Même chez les étudiants, ils disent demander une question. C'est comme ask a question en anglais, non? Mais au lieu de dire poser une question. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'anglicisme morphologique. Voilà, donc appel longue distance call, en français, appel interrompant. Ça c'est le français, la version la plus correcte. Et puis la faute de prononciation, non? On dit jour, non? Au lieu de jour. Et bien aussi, il y a l'anglicisme graphique. Voilà, on utilise ça. Non? Ou bien association avec A, les, etc. C'est comme en anglais. Mais d'ailleurs, il y a quelques anglicismes qui sont évitables, qui peuvent être évités. Par exemple, moi, je préfère faire des courses en semaine. On le dit sur semaine, parce que c'est du cas anglais on weekdays. Okay? Voilà, donc à bord de l'avion, voilà, c'est ça. On the plane. Ok, donc, attention que l'anglicisme ne se limite pas en français parlé en France. Au Québec, par exemple, aussi, il y a des anglicismes. Donc, je suis en train de comparer entre le français européen de la France et le français québécois. Voilà, le français européen a adopté la plupart ces anglicismes au cours des dernières décennies à raison de domination internationale de l'anglais après la Seconde Guerre mondiale. Tandis que le français québécois a acquis ces anglicismes dans le processus graduel de la linguistique de la résistance parmi à côté des anglophones pendant 2 siècles et demi depuis la bataille des plaines d'Avant 1759. Donc on sait que même historiquement, cet anglicisme au Canada et en France est totalement différent. Excusez-moi, monsieur, vous avez encore une minute. Très bien, ok. Donc qu'est-ce qu'on fait alors face à ce problème? Voilà, donc il y a eu différentes initiatives qui ont été faites, voilà,
Par exemple, il y a la loi du bon, non, qui protège la langue française, voilà, qui oblige l'utilisation de la langue française au milieu du travail, dans la publicité, etc. Et le doublage des films en France. Et aussi, pour le cas canadien, il y a la loi, ce qu'on appelle le projet de loi. Le français au Québec est considéré comme la langue la plus réglementée au monde. C'est-à-dire que les Québécois respectent la langue française, donc ils obligent même les immigrants d'utiliser la langue française. Voilà. Voilà, beaucoup d'initiatives qui ont été prises. Mais la dernière, par exemple, la dernière initiative, c'est la publication de livre récemment, 2016, intitulé « 100 anglicismes à ne plus jamais utiliser ». Dont l'auteur énumère différents anglicismes et propose des solutions, des équivalents en français. Je pense que c'est une minute, donc c'est une exercice, je n'ai pas vraiment vite pour pouvoir tout terminer. Merci de votre attention. Oui, le titre c'est L'ordre en français, la forme et son apprentissage. La première partie, je vais parler de l'expérience que j'ai trouvée quand j'étais en France. Bon. Voilà. On a trouvé beaucoup de l'ordre en français dans l'endroit public. Par exemple, quand on était dans le transport commun en autobus, on trouve beaucoup d'informations. Par exemple, on va ici aller vers l'arrière pour ne pas gêner la montée. Et puis on a trouvé aussi dans l'autobus, en cas de danger, actionner la commande de secours et manœuvrer les portes à l'endroit indiqué. Et puis, près des chauffeurs, on peut voir c'est écrit ticket 1,30 €, et puis on va se dire merci de faire la pointe. Et aussi, on trouve l'interdiction. Il y a d'autres modèles pour l'ordre qu'on trouve dans l'endroit public. C'est ça, prière de ne pas stationner, sortie de voiture. Et puis, merci de descendre par la porte arrière, etc. Bon, ici, on voit qu'il y a beaucoup de façons, il y a beaucoup de manières pour exprimer l'ordre dans l'endroit public, surtout l'information écrite. Mais on peut aussi voir que l'ordre oralement, de façon différente, par exemple, on peut entendre une mère qui crie à sa fille en disant « Non, pas ici !» Ça, c'est un ordre, mais oralement. Bon, c'est ça, mon expérience. Et puis, la deuxième étape, je vais parler de la théorie. L'ordre est un acte de communication institué par le sujet parlant entre lui et son interlocuteur. Et puis, on voit tout à l'heure dans des comment on dit, publicités ou bien des informations, des modes différents pour exprimer l'ordre. Par exemple, on peut voir qu'il y a présent de l'indicatif, et ça c'est par oral. Par exemple, maintenant tu m'écoutes. Ça c'est le ordre, mais cela dépend de l'intonation. On utilise ici le présent de l'indicatif. Et puis, on peut aussi utiliser le futur simple de l'indicatif pour exprimer l'ordre poli. Par exemple, c'est dans une situation formelle, le patron dit « Vous me tapez
se rapporte ce soir. Oui, en réalité, c'est un ordre exprimé par le futur simple. Et puis, ça, c'est le mode qu'on entend le plus souvent pour exprimer l'ordre, c'est l'impératif. Il y a des valeurs différentes avec l'impératif, par exemple, pour exprimer un ordre, pour exprimer un souhait, pour exprimer une défense, comme tout à l'heure, et aussi pour exprimer une demande. Par exemple, quand je dis excusez-moi, ça c'est une demande. Et j'utilise l'impératif. Ensuite, on peut aussi utiliser l'infinitif présent pour exprimer l'ordre. Dans ce cas-là, on trouve comme manière générale à l'écrit. Par exemple, on peut voir dans la recette de cuisine, c'est souvent écrit par l'infinitif. On utilise l'infinitif présent pour à l'écrit, surtout à l'écrit. On peut aussi utiliser certaines structures grammaticales pour exprimer l'ordre, comme c'est d'après mon expérience. Au bord de la rue, il y a un sans-abri avec son chien qui aboie. À ce moment-là, le patron dit « ta gueule ». C'est seulement un mot, ta gueule. Et ça exprime un ordre. Donc, l'ordre peut être exprimé par beaucoup de manières. Et on peut aussi trouver la construction impersonnelle pour exprimer l'ordre, mais ça c'est dans la situation formelle ou bien de mon phrase. Ça c'est d'après la théorie. Maintenant, pour moi, en tant qu'enseignant, dans l'institution qui va produire des futurs professeurs, mais il y a aussi un sujet de cours qui, on dit tout à l'heure, un sujet excellent, ça veut dire particulier bilingue. Ça c'est pour l'histoire. Alors, l'autre problème. Ok, merci. Maintenant c'est vous. Merci. Oui, merci. Mais alors, pour moi, il y a une difficulté pour comment on enseigne et on apprend l'ordre, surtout dans la classe de la langue. C'est ça le problème, parce que comme tout à l'heure, on peut utiliser beaucoup de formes, beaucoup de manières pour exprimer l'ordre. Et c'est ça le grand problème pour nous. Donc, alors, on peut faire ça dans la classe. Quelle manière, quelle technique on peut utiliser pour enseigner et pour apprendre l'ordre en français. C'est ça le problème. Alors, je vous dis, je ne sais pas, 3 minutes peut-être. Merci. Okay. Bon, alors, c'est ça. Bon, chers audiences, maintenant c'est le tour de questions-réponses. Je vous rappelle, avant de poser la question, Bonjour, je m'appelle Ika, je viens de ONG. Je veux poser des questions à deuxième intervenante. Ce que vous avez dit, c'est la grammaire est importante dans la production écrite. Ma question, s'il y a les étudiants au niveau avancé,
font des erreurs grammaticaux dans leur production écrite, que pensez-vous? Est-ce que c'est un problème sérieux ou non? Et est-ce qu'il y a la façon ou la stratégie pour diminuer les erreurs faites par les étudiants? Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Ousmana. Ma question, c'était pour la présentation sur la requête et aussi à la fois sur l'ordre. Ma question, c'est est-ce qu'il y a une différence entre une requête et un ordre? Parce que dans la requête, j'ai vu qu'il y avait la forme conditionnelle, mais qu'il n'y a pas dans la forme de l'ordre. Voilà, merci. Bon, merci pour votre question. Votre question, c'est qu'est-ce qu'on doit faire si les étudiants avancés commettent encore des fautes, des erreurs? Est-ce que c'est un problème sérieux? Je pense que ça dépend. Ça, c'est le grammaire, n'est-ce pas? Oui. Bon, parce que pour écrire, il y a la grammaire, il y a aussi la richesse de vocabulaire, oui. Et il y a aussi la sociolinguistique, à qui est-ce qu'on s'adresse. Par exemple, vous écrivez à monsieur le directeur, ouais, ça va. Et là, parce que pour évaluer la notion écrite, il y a la grille d'évaluation, par exemple, avec le DEC. Surtout pour la production écrite ou orale, il y a la grille d'évaluation. On ne peut pas juger n'importe comment, mais il y a la grille. Qu'est-ce qu'on doit voir? Et si les étudiants avancés, par exemple, avancés, c'est niveau B2, c'est ça que vous voulez dire, niveau B2, font encore des erreurs. Quelles erreurs? Si c'est surtout la grammaire, oui. Il n'y a pas de solution miracle. Il faut mémoriser surtout. En France, par exemple, je ne m'en rappelle plus, il y a une dame qui a créé un jeu pour la production écrite. Parce que le problème de production écrite n'est pas seulement pour les étudiants étrangers, mais aussi pour les étudiants français. Est-ce que vous imaginez que, ou bien, vous pensez que les Français ne font pas des fautes, par exemple, pour je veux avec T, avec S, avec X? Ouais. Là, je pense pour nous, en tant qu'étudiants étrangers ou étrangers, il faut mémoriser. Oui, et puis il faut, après avoir écrit, il faut relire. Mais nous, en tant que prof, quand on évalue, il y a une grille d'évaluation. Par exemple, si le produit, par exemple, le produit d'un étudiant, dans ce produit, il contient des fautes. On ne va pas donner tout de suite 0 points, 5 points. Peut-être du côté grammatical, il y a un problème. Mais peut-être pour l'enchaînement des idées, pour la cohésion, c'est bon. Alors, on ne peut pas dire que cet étudiant est mauvais à l'écrit. Mais c'est vrai pour la grammaire, il faut mémoriser, il faut trouver une stratégie. Les étudiants doivent trouver une stratégie. Et les Français, parmi les 4 compétences, les Français n'aiment pas que nous, les étrangers, écrivent mal. Il ne faut pas laisser une trace. Laisser une trace, ça veut dire je veux, on écrit avec S. Là, il faut, dès le début, il faut mémoriser la conjugaison. Parce que ce n'est pas péché, hein, mais c'est assez grave. D'après notre expérience, quand on enseigne la production écrite, et vous savez bien que la production écrite ou bien écrite, c'est un travail minutieux.
Pourquoi? Parce que là, dans la production écrite, il y a un domaine linguistique. Quand on parle d'un domaine linguistique, on parle de, par exemple, de syntaxe et de la morphologie. Dans ce cas-là, c'est la Shoah du mot. Et surtout la structure. Je suis tout à fait d'accord avec Madame Diane, la structure, ça ce n'est pas facile. Soit pour les étudiants de la première année, ou bien pour la quatrième année, ou bien le niveau avancé. Et basé sur mon expérience, quand je corrige le travail écrit des étudiants, le problème, parce qu'ils ne peuvent pas, non, parce qu'ils lisent pas, ou bien qu'ils n'ont pas révisé ou bien relire. Parce que oui, normalement, quand ils écrivent, ils ne font pas peut-être attention à la grammaire. Parce que peut-être ils sont pressés à cause du temps. Ils ne pensent pas à la grammaire, parfois au choix du mot. Et aussi parce qu'ils manquent d'idées aussi. Mais quand on parle de l'évaluation, la grammaire, ça ce n'est pas un seul indicateur pour évaluer. Tout à l'heure, Mme Diane a dit, il y a un respect à la consigne, par exemple. L'utilisation, surtout dans le niveau avancé, l'utilisation de connecteurs logiques. Mais pourquoi, ou bien pourtant, etc. Et là surtout, c'est la mémorisation. Si vous êtes diligent ou bien si vous êtes travailleur, alors je pense que vous allez réussir. Parce que la structure, c'est aussi l'habitude, d'après moi. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est clair, non? Merci. D'accord. Merci, Monsieur Lesmana. Monsieur Lesmana, pour la question. Je suis très content de pouvoir répondre à la question. La question est, est-ce qu'il y a de la différence entre la requête et l'ordre? Ok. L'explication est... La requête, bon, en fait, l'ordre, c'est une partie de la requête. Quand on parle de la requête, peut-être la table là peut nous expliquer plus loin. Quand on parle l'ordre est réalisé par le mode impératif. C'est toujours dans le mode impératif. Dans le tableau, on peut voir sur numéro 1, mode impératif. Mais la requête, ça peut être réalisé par formulation directe, indirecte, confessionnelle et indirecte non confessionnelle. Et aussi, l'ordre est réalisé directement, toujours en direct. Est-ce que c'est suffisant, monsieur? Oui. Ok, merci. Peut-être, je veux ajouter, peut-être je ne suis pas d'accord avec Mme Effie, excusez-moi, parce que pour exprimer l'ordre, on peut utiliser, ce n'est pas toujours avec impératif, on peut aussi utiliser qu'on appelle injonctif. Je pense que c'est mode, on peut dire que c'est la forme grammaticale qui renferme tout ce qui est relatif à l'ordre. Donc on peut aussi utiliser par exemple subjonctif pour la troisième personne aussi. On utilise le mode conditionnel surtout pour la politesse. Et comme tout à l'heure, d'après
la théorie, on peut aussi utiliser même le présent de l'indicatif et c'est ça. Ce qui est important, c'est ça correspond avec l'ordre. C'est ça, je peux ajouter. Merci, madame. C'est peut-être pour l'addition de l'information. Je suis d'accord avec madame pour l'addition. Pourquoi dans la dernière présentation, vous ne mentionnez pas le conditionnel? Pourquoi dans la dernière présentation, vous ne mentionnez pas le conditionnel? Oui, Est-ce que c'est exprès, ou ausculté, ou je ne sais pas? Non, il y a aussi le subjonctif, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a le mode subjonctif et le mode conditionnel. Ils sont utilisés aussi mais c'est surtout pour le conditionnel, c'est pour la politesse, mais le subjonctif pour la troisième personne, l'ordre pour la troisième personne. C'est bon. Merci, monsieur le Smana. Monsieur Herman, ça suffit avec deux personnes. Bon, j'ai une question à Mas Dani. Bonjour Mas Dani. D'après vous, Mas Dani, l'anglicisme est plutôt avantage ou désavantage? Et pourquoi? Merci. Sur la traduction automatique, traitement automatique des langues, quel est votre point de vue sur l'anglicisme? Parce qu'on est de plus en plus proche entre les langues. Merci. La première question, il s'agit des avantages, des inconvénients de l'anglicisme. Je pense que, d'un côté, comme je vous avais déjà dit, que dans certains cas, l'anglicisme est nécessaire. Okay? Par exemple, pour certains mots, c'est pas. C'est vrai que c'est pas. À ce moment, c'est pas dans l'esprit de ce mot-là, mais je sais que dans certains cas, je peux dire que l'anglicisme est nécessaire, mais dans beaucoup de cas, ce n'est pas vraiment nécessaire, parce que comme on dit Herbert, que toutes les langues du monde peuvent exprimer tous les concepts. Parce que la société a besoin de ce mot. Donc c'est pour ça que normalement toutes les sociétés ont cette prédisposition à vouloir tous ces termes pour désigner telle ou telle chose. Donc si je dis c'est un inconvénient ou l'avantage, je pense que pour le bien de notre langue, il faut protéger notre langue. Il faut éviter à tout prix, dans la mesure du possible, cet anglicisme. C'est vrai que ce n'est pas seulement la France qui est menacée par l'anglicisme, mais pratiquement toutes les langues du monde souffrent de ce phénomène d'anglicisme dû à cette domination des États-Unis, surtout on parle de la Bretagne. Donc, je peux dire ça. Il n'y a pas des inconvénients avantages. Je pense que c'est plutôt des inconvénients. Parce que, encore une fois, je dis que toutes les langues sont capables de trouver tel terme. Par exemple, dans le cas de comment ça s'appelle, le computer, à l'origine, c'était l'invention américaine, le computer. Et puis, ce terme computer, qui n'existait pas avant, a été importé dans toutes les langues du monde, y compris la langue musulmane. Mais face à cette invention américaine, les Français, au moins, ont résisté. Donc, ils ont inventé leur propre terme. Ils ont appelé ordinateur au lieu de computer. Et certaines langues d'origine latine l'ont suivi. Par exemple, dans la langue espagnole, au moins celle parlée en Espagne, on l'appelle ordenador. Et c'est vrai qu'en espagnol mexicain, on l'appelle computadora. C'est l'anglicisme aussi. Mais en italien, par exemple, on l'appelle computer aussi. Donc, dans ce cas-là, le français a résisté. Ok, donc, mais dans la mesure possible, je pense qu'il faut éviter l'anglicisme.
C'est pour ça que dans la dernière diapositive, j'ai présenté un livre intitulé « Sans anglicisme à ne jamais utiliser ». C'est ça, il faut éviter ce chemin. En ce qui concerne la traduction, c'est vrai que maintenant, avec l'apparition de cette machine qui est capable de faire la traduction, et je suis très impressionné parce que la qualité de traduction de cette machine devient de plus en plus performante. C'est vrai que comment ça s'appelle, c'est impressionnant. Mais voilà, mais le danger, c'est vraiment que même consciemment ou inconsciemment, on a tendance à imiter ou à adopter telle ou telle structure, tel lexique d'origine anglaise, c'est ça. Même chez les Français aussi, j'ai entendu les Français qui ont parlé auparavant, ils ont utilisé beaucoup d'anglicisme au niveau de la structure, au niveau de lexical, etc. Mais d'un côté, ce type de machine pour faire la traduction, je crois que c'est quelque chose de très positif, ça facilite, ça accélère notre travail de traduction, mais il faut toujours faire attention à ne jamais, tomber sur l'anglicisme. Il faut faire attention, peut-être les mots comme réaliser, le réaliser, normalement c'est le travail réalisé par, etc. Voilà. On utilise seulement pour ça, mais j'ai réalisé que j'avais fait des erreurs, par exemple, non? Mais tous les Français le disent, et ça se finit par quelque chose de très normal, de très acceptable. Là, c'est pas bien, surtout pour la défense de la langue française, à laquelle nous sommes tous intéressés ici, surtout maintenant qu'on fait cette conférence qui parle du défi de la langue française. Ok? Bon, je pense que c'est tout. C'est ce que j'ai bien répondu aux questions ou pas? Monsieur Adi, oui, alors, peut-être encore de 2 minutes. Oui, monsieur Adi, à vous. C'est cette belle occasion. Je voudrais demander à monsieur Dani, j'ai entendu qu'il y a 2 mots différents entre anglicisme et franglais. Est-ce que c'est deux mots, c'est différent ou pas? Par exemple, comme j'ai dit, je suis passé un bon week-end chez ma grand-mère, ou bien j'ai dit c'est cool, c'est le Facebook comme sur Twitter. Est-ce que c'est franglais ou anglicisme? Merci. Il semble que M. Dani est le star. Et à vous aussi. Oui, donc l'anglicisme et le franglais, c'est... Non, je pense que le franglais, c'est encore plus grave. Hein, parce que là, à ce moment-là, on mélange... Voilà, je pense qu'ils sont similaires, mais le décret du danger, c'est encore plus important hein, pour le franglais. Parce que pour l'anglicisme, peut-être, on se limite au lexique seulement, non? On veut dire un mot pour en français, on utilise plutôt le mot. Mais quand on parle de franglais, c'est vraiment un mélange total. Donc, même dans une phrase, quelques mots exprimés en français et quelques mots exprimés en anglais. Non, ça c'est pas bien ça. Le franglais, donc, si on veut voir, on veut savoir quelle est vraiment la différence, je pense que c'est dans le décret au niveau de menace. Le franglais, c'est un problème beaucoup plus sérieux que l'anglicisme, c'est ça. Okay? Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, c'est des intervenants et